C'est Son Thierry. Venez, rejoignez-nous si vous le voulez bien. Vous avez une triple légitimité pour, en fin de compte, aborder cette question. Vous êtes le président et le cofondateur de GrisLab. C'est une jeune entreprise qui travaille sur la pédagogie numérique. Vous êtes vous-même enseignant-chercheur, docteur en économie, issu de Normal Sup, excusez du peu. Et vous êtes aussi responsable fondateur de ce qui s'appelle le pôle PESUS. Ce sont les programmes pour l'égalité scolaire et universitaire au sein de l'ENS. Il s'agit de bâtir de la confiance et pas simplement d'acquérir des connaissances ou des compétences. Et vous avez aussi, en parallèle de ces diverses activités, vous êtes expert... Il faut savoir tout faire dans la vie, Edgar. Hein. Voilà. Donc, faites-nous 65 virages, si vous voulez, au passage, et on va juger de l'agilité de Son Thierry. Et vous êtes également expert éducation à France Stratégie. C'est un organisme qui est lié au Premier ministre et qui travaille justement sur cette question. Alors, on écoute tout de suite votre intervention, dont on voit qu'elle sera à plusieurs dimensions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette présentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas vous parler en détail de tout ce que je fais. On m'a demandé d'intervenir en parlant un peu de mon parcours et de la manière, surtout, dont la confiance avait structuré mon parcours. Alors, je vous remercie vraiment parce que je m'attendais, à vrai dire, vraiment pas à ce que ce soit des experts comptables et des commissaires aux comptes qui m'invitent à un retour un peu introspectif et rétrospectif sur ma vie. Et qui a été vraiment très intéressant, parce que donc, pour essayer de répondre à cette question, j'ai parlé avec beaucoup d'amis qui ont suivi tout mon parcours, et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. Et pour eux, la réponse était évidente, hein, pas du tout pour moi. Pour eux, ce qu'ils me disaient, c'est Thierry, évidemment, tu as toujours une confiance en toi absolument énorme, et dans tout ce que tu as entrepris, tu étais à chaque fois convaincu que tu allais réussir. Et alors, je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, si vous regardez mon parcours, c'est un peu l'impression que ça peut donner. Surtout parce qu'en fait, je vous la fais très très vite, hein, j'ai changé à plusieurs reprises de voie en prenant des risques, à mon échelle en tout cas. J'ai commencé en médecine où j'avais extrêmement bien réussi, j'étais arrivé major du concours de première année. Et en fait, un an après, ça ne me plaisait plus, j'ai arrêté. J'ai continué en biologie, où j'avais une licence de biologie, j'avais un devis de chercheur en biologie. Et en même temps, j'ai monté une action de lutte contre les inégalités scolaires, et ça m'a tellement passionné sur les questions d'éducation que j'ai arrêté aussi. Et que j'ai enchaîné sur un master de sociologie. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master d'économie, et j'ai continué sur une thèse d'économie de l'éducation. Et là... Il y a un moment où je travaille dans l'histoire. Et la thèse, c'est aussi très bien passé, à vrai dire. J'ai fait une thèse qui est assez remarquée et qui, avec une carrière de chercheur qui se profilait devant moi. Et en fait, toutes les actions que je menais par ailleurs m'intéressaient tellement que j'ai aussi décidé d'arrêter en partie la recherche. Alors je continue, mais plus à titre un peu bénévole. Et je me suis lancé dans un projet entrepreneurial. Moi qui ne connaissais absolument rien à l'entreprise, j'ai découvert il y a 2 ans ce que c'était qu'un compte de résultats. Et je venais d'un secteur public qui me connaissait, où j'ignorais vraiment tout de ça. Et du coup, à chaque fois, effectivement, en regardant de manière rétrospective, on se dit, mais pour que j'ai fait ces choix à chaque fois, c'est que je devais être quand même convaincu, pour renoncer à autant de choses, que j'allais nécessairement réussir. Et bien, je crois vraiment que ce n'était pas le cas. Je crois même que j'ai toujours affronté de manière ouverte l'idée que j'allais peut-être échouer. Et qu'il y avait une probabilité même assez forte que j'échoue, tant la difficulté allait être grande. Et qu'au fond, j'ai jamais été convaincu que j'allais réussir. Ce dont j'ai toujours été convaincu, en revanche, et ma confiance en moi, c'est de cette manière-là qu'elle s'exprimait, c'était le fait que, quel que soit ce qui allait se passer, même si j'allais faire des erreurs, même si j'allais éventuellement échouer, j'allais rebondir derrière. J'allais apprendre énormément, et j'allais en ressortir grandi. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui était important, ce n'était pas tant l'issue de tout ça, que le trajet, que l'aventure, dans lequel j'allais forcément apprendre beaucoup et qui me permettrait après, de toute façon, de faire d'autres choses, même si ce que j'allais entreprendre là allait échouer. Alors si je vous raconte tout ça, ma vie, on ne s'y intéresse pas tant que ça. Le message auquel je voulais surtout arriver, c'est que je pense qu'on entend beaucoup de discours qui décrètent la confiance en demandant aux gens « mais prenez confiance, osez, arrêtez de vous censurer ». Je crois que ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La confiance, elle vient avant tout... J'ai mon micro qui se barre en même temps. D'accord. Je crois que si on veut que les gens aient confiance de manière générale, il faut avant tout qu'on change quelque chose qui est quand même très problématique en France, qui est notre rapport à l'erreur et à l'échec, qui est quand même un des énormes problèmes.
dont on peut accuser en partie l'école, un sujet que je connais bien évidemment, où l'erreur n'est pas tant vue comme quelque chose qui va nous permettre d'apprendre, mais comme un critère d'évaluation qui va nous permettre de savoir qui peut aller en voie professionnelle plutôt qu'en voie générale, pour le faire de manière un peu caricaturale. Mais au fond, ça va plus loin que ça, c'est toute notre société qui cherche toujours à classer les gens. Et on le voit dans notre rapport, le rapport qu'on peut avoir par exemple au retour aux études, le fait qu'on fait quelque chose qu'on valorise très peu, qu'on valorise beaucoup la précocité. Finalement, ce n'est pas ceux qui ont essayé, qui échouent, qui se relèvent, qui évoluent, qu'on valorise, que ceux qui le plus tôt et le plus jeune possible étaient déjà brillants. Et que ça, on ne peut le faire, changer ça. Vous savez, c'est quelque chose, par exemple, quand j'enseigne aussi en master, qu'on voit tout de suite dans les salles de classe quand on a des étudiants étrangers. On a la moitié d'étudiants qui sont étrangers. Et tous les étudiants, notamment anglo-saxons, participent tout le temps. Ils lèvent tout le temps le doigt. Ils posent tout le temps des questions. Les Français ne parlent jamais. Et tous les professeurs d'enseignement supérieur vous le diront. Et si les anglo-saxons participent tout le temps, c'est pas parce qu'au moment où ils lèvent le doigt pour poser une question, c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils ont la bonne réponse. C'est parce qu'ils savent que même s'ils se trompent, c'est comme ça qu'ils apprendront le plus. Et c'est ça vraiment le plus important dans cette histoire, et je crois que ça demande à ce qu'on valorise, pas simplement la prise de risque, parce que finalement on le dit beaucoup, il faut aller plus loin que ça, c'est presque l'échec et l'erreur qu'il faut valoriser, dans ce qu'elle apporte à la personne au niveau individuel, mais dans ce qu'elle nous apporte socialement sur un plan collectif aussi. Parce que finalement, l'erreur, j'ai presque envie de dire, c'est une ressource collective. S'il y a des gens qui réussissent, on ne va pas se leurrer, c'est parce que d'autres gens ont échoué avant. C'est que d'autres gens ont montré la voie en se trompant, en faisant des erreurs. Mes travaux de recherche sur lesquels il y a eu le plus de communication, j'ai réussi à les aboutir parce que d'autres gens avaient fait d'autres choses, s'étaient trompés, avaient fait des erreurs, et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre ce qu'il fallait faire. Et finalement, toute réussite est toujours un peu collective, et tout échec est toujours un peu collectif. Et dans cette perspective-là, on devrait voir l'échec comme un moyen pour d'autres de réussir, et on devrait socialement s'organiser pour beaucoup plus la valoriser. C'est ce qu'on essaie de faire un peu à notre échelle dans ma société, où on accompagne des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur à revoir toute leur politique de formation, d'enseignement, notamment autour d'une plateforme pédagogique qu'on a développée qui a essayé de valoriser particulièrement l'apprentissage par essai-erreur, en donnant la possibilité aux gens de prendre leur temps, de partir de ce qu'ils savent pour avancer progressivement, quitte à faire des allers-retours, parce que c'est toujours comme ça qu'on apprend. Et alors, ça me permet de faire la transition avec le deuxième message que je voulais porter aujourd'hui, qui est lié à la question du digital. Alors, je pense que ça serait vraiment dommage de parler de confiance sans parler de digital, tant le rapport qu'on entretient au digital et à tous les bouleversements qu'il provoque reflète la défiance généralisée qui caractérise notre société aujourd'hui. C'est vrai que le digital bouleverse énormément de choses, hein, je n'ai pas besoin de vous faire tout le dessin. Je veux dire, ça bouleverse nos pratiques culturelles, nos manières d'interagir les uns avec les autres, ça bouleverse le marché de l'emploi, ça détruit des emplois, ça en crée d'autres. Et face à tous ces bouleversements, ça crée beaucoup d'angoisse. Le digital crée beaucoup d'angoisse, évidemment, et il crée du coup aussi potentiellement beaucoup de défiance entre les gens, entre les générations, entre les milieux sociaux. C'est quelque chose que nous, on voit au quotidien quand on travaille avec des clients. On va les voir et on s'aperçoit qu'en interne, il y a une demande de passer sur de la formation digitale, mais les équipes qu'ils peuvent avoir, les responsables de formation, les formateurs qui sont en interne, sont tous complètement angoissés au fond. Ils disent mais nous, quelle va être notre place à l'intérieur de ça? Est-ce qu'on a vraiment encore un rôle à jouer? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de me demander de choisir un outil qui va venir supprimer mon travail? C'est évidemment la même chose pour les enseignants dans le milieu éducatif, et c'est vrai dans tous les autres secteurs. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, ils ont raison d'avoir un peu peur. Je veux dire, je pense qu'il ne faut pas être naïf, hein. Le digital porte un potentiel fou de destruction. C'est vrai, c'est une réalité, de destruction d'emplois. Tout dépend de la manière dont on le prend et de la manière dont on l'utilise. Les cours en ligne, effectivement, les formations en ligne ont ce potentiel de faire en sorte que les gens se forment désormais sans passer par des personnes. Et finalement, cette idée qui est assez en vogue, hein, et qui est beaucoup alimentée par la défiance que les individus peuvent avoir vis-à-vis des institutions aujourd'hui, et notamment vis-à-vis du système scolaire avec tout ce qu'on lui reproche, je pense qu'il y a un problème
dans cette vision. Je pense qu'il y a un problème, même si beaucoup de gens la défendent, parce qu'on se demande quand même parfois si on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que même si c'est clair que nos institutions, nos systèmes scolaires, nos systèmes de santé, tous les systèmes publics auxquels on peut penser, toutes les règles, les juridictions, les réglementations, sont toujours un peu là parce qu'il y a un peu d'inertie historique, on n'arrive pas à faire évoluer les choses et qu'elles n'ont plus vraiment lieu d'être. J'ai une posture, moi, qui est toujours de me dire qu'en même temps, si elles sont là, il y a peut-être une bonne raison. Il y a peut-être aussi une bonne raison. Et sur le plan de la formation et de l'éducation que je connais bien, c'est clair qu'il y a un moment où l'éducation, la formation, ça passe aussi par une relation humaine, où les gens ont besoin d'être guidés, ont besoin d'interagir avec quelqu'un. Et c'est quelque chose que vous voyez avec les MOOC. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, qui sont ces fameux cours en ligne des grandes universités américaines dont on parle beaucoup, qui ont beaucoup de succès, qui ont beaucoup de qualité. Vous avez accès à des cours fantastiques un peu partout dans le monde désormais. Si vous regardez aujourd'hui qui fait les MOOC, déjà vous voyez que moins de 10% des gens qui commencent les MOOC vont jusqu'au bout. Et quand vous regardez le profil des gens qui vont jusqu'au bout, vous voyez que ce sont dans l'immense majorité des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire des gens qui réussissaient déjà finalement très bien à apprendre. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que le numérique tout seul, demander aux gens de se former tout seuls derrière leur ordinateur, ça peut faire une chose très forte, c'est accroître les inégalités, alors même que les gens qui prônent ce mode d'apprentissage reprochent au système scolaire actuel d'accroître les inégalités. L'école, le système scolaire, il a tous ses défauts, mais il est là aujourd'hui et il existe, et il a cette qualité malgré tout, encore une fois, avec tous ses problèmes, de donner accès à de l'éducation et à des hommes et à des femmes qui vont accompagner les élèves pour les aider à apprendre. Et ça, si on y renonce, on risque de revenir beaucoup en arrière. Et je crois que le digital peut se voir différemment. Je crois que le digital peut être vu comme un moyen non pas d'accentuer la défiance comme il le fait avec ces démarches-là, mais au contraire d'augmenter, de renouer quelque part la confiance en ces institutions qui sont nécessaires, en aidant les hommes et les femmes à mieux faire, d'une certaine manière, le travail qu'ils essaient de faire aujourd'hui, dans une dynamique plus d'accompagnement et de transformation de l'existant. C'est aussi ce qu'on essaie de faire en allant voir directement les acteurs et en les aidant à changer leurs pratiques. Alors, c'est dur, c'est compliqué. Ça demande aux gens de revoir leur manière de travailler, leur manière de fonctionner. On fait face à plein de réticences. Ils refusent, après ils reviennent, et puis ils repartent en arrière, et puis ils reviennent. C'est long et c'est compliqué, mais ça marche. Quand on le fait, quand on prend le temps de le faire, on arrive à transformer des institutions avec les acteurs qui embrassent complètement leur nouveau métier, qui changent leurs pratiques et leur manière de fonctionner. Et on se retrouve à une situation qui, au lieu d'avoir accru la défiance vis-à-vis de ces acteurs, augmente au contraire la confiance avec un travail de meilleure qualité, où on a réussi, grâce au digital, non pas à remplacer l'humain, mais à lui permettre de se consacrer à ce à quoi il est indispensable dans l'éducation et la formation, en tout cas dans le domaine dont je parle, c'est-à-dire la relation évidemment humaine, émotive, affective, qui entoure évidemment toute relation pédagogique et d'enseignement. Mais voilà, c'est long et c'est compliqué. Et donc ce que je voulais dire, et je vais finir par ça, c'est que je pense qu'il y a deux visions qui s'affrontent et qui vont s'affronter dans la période qui vient vis-à-vis du digital. Un digital qui, je le dessine de manière un peu négative, un peu facile à mon goût, qui va être là pour augmenter, j'ai envie de dire, les conflits entre les gens, en essayant de les remplacer, en essayant de bouleverser les choses et de renoncer à des acquis de l'existant qui est important. Et un autre digital qui peut aider à renouer la confiance, qui est long et difficile, mais c'est là où il y a un vrai choix de société, il y a un choix politique à faire, dans quel type de digital on veut investir aujourd'hui. Merci beaucoup.